Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre du journal. 3 titres à la une. On parle de ce grand terreau fertile aux moustiques, la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, qui a mal à son image. Entre poubelles, tas d'immondices, caniveaux bouchés associés à la forte chaleur, favorisant ici la croissance exponentielle des moustiques, vecteurs de maladies au rang desquels le paludisme d'une mortalité très fatale. Une situation qui met en difficulté les habitants de la ville. En tout cas, on aura l'élément à cet effet dans cette session consacrée au journal. Et puis, on parlera également de la session ordinaire de mars 2025. On vous présentera l'indignation des élus de la nation. L'ouverture ce 11 mars au Palais des Verts Paul Biya de la première session parlementaire de l'année 2025. Au terme du discours de la doyenne d'âge de la Chambre basse du Parlement, quelques députés estiment qu'ils ont davantage justement fait une campagne électorale. Pourtant, les populations ne cessent de traverser des véritables difficultés qui semblent jusqu'ici être croissantes. Et puis en sport, on parlera du football, la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025. Le Cameroun fixé sur ses adversaires. C'est à la faveur du tirage au sort effectué lundi 10 mars 2025 à Rabat. Les Lionceaux sont logés dans le groupe B avec le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et même l'Égypte. On vous présentera les enjeux et même les forces en présence dans le cadre de ce classement. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette autre session consacrée au journal. Bonsoir à toutes et à tous une fois de plus et bienvenue. Après le plan d'assainissement d'urgence lancé par le chef du gouvernement, Premier ministre Joseph Dion Ngouté, le constat fait sur le terrain, c'est que la ville aux 7 collines Yaoundé, la capitale politique, continue de croupir sous le poids de cet tas d'immondices qui ne cesse de joncher les rues de la capitale politique. Entre ces tas d'immondices, il faut également noter la qualité des infrastructures routières assez piteuse. En tout cas, que se passe-t-il concrètement? Le Premier ministre au chef du gouvernement semble-t-il être incompris. Plus de détails dans ce reportage signé DRB. David Roger Bala. Un aveu d'impuissance et même d'incompétence, c'est ce que l'on retient de la situation qui prévaut 2 semaines après la sortie du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, au sujet d'assainissement et de la voirie dans les grandes métropoles du Cameroun. C'est au terme d'une réunion interministérielle tenue le 25 février 2025 dernier dans ses services que le membre du gouvernement prescrivait un plan d'assainissement d'urgence à l'effet de redorer le blason d'antan des grandes villes du Cameroun. Une situation qui présente la ville aux 7 collines dans un état piteux, voire triste, entre dégradation de la chaussée, odeur nauséabonde et coupure intempestive de l'eau et de l'électricité. Les citoyens s'en plaignent sans que cela n'émeuve aucun membre du gouvernement. Le visage malheureux que présente Yaoundé témoigne à suffire que les lignes semblent ne pas bouger. Les ministères en charge d'habitat et du développement urbain, des travaux publics ainsi que de l'eau et de l'énergie jouent aux abonnés absents. L'instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, semble de ce point de vue ne pas trouver un écho favorable auprès de ses collaborateurs qui brillent par leur mutisme, leur inertie, leur laxisme et leur indifférence. Ce qui du reste soulève le problème du problème réel et de la légitimité du Premier ministre, chef du gouvernement, face à ses collaborateurs quand on sait que le même décret qui le nomme est celui qui désigne les autres. Il est donc clair que Joseph Dion Ngouté semble ne pas maîtriser la situation en tout point et à plusieurs titres. À la suite de ce commentaire signé David Roger Bala, il est clair, la ville de Yaoundé a mal à son image. Entre ces tas d'immondices, les murs de la honte, ces pots de fleurs qui ne cessent de joncher les rues de la capitale politique et même des grandes métropoles du Cameroun. Entre ces tas d'immondices, je le disais, les caniveaux bouchés, la forte chaleur qui induisent ainsi quelques maladies au rang desquelles le paludisme. Il faut dire que la situation visiblement interroge la quiétude de plusieurs Camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé. Cet après-midi, ils se sont exprimés dans ce reportage signé David Zo. Dans la ville de Yaoundé au Cameroun, les moustiques dictent leur loi en cette période d'interminable sécheresse. La raison, l'insalubrité de plus en plus croissante et la saison sèche sans fin. Compte tenu de la saison sèche
et les égouts qui sont pleins, les rigoles ne sont pas nettoyés. Donc c'est impératif, il faut qu'il y ait les moustiques. De la chaleur, nous sommes un peu perturbés par des moustiques, vu peut-être aux ordures ou alors la saison. Il y a tellement de moustiques en ce moment. Pour faire face à ces insectes qui détériorent la santé des populations, de nombreux Yaoundéens optent pour l'utilisation de moustiquaires imprégnés et autres insecticides. En fait, je me trouve dans les moustiquaires et tous les vaporisateurs et autres pour les moustiques. Là, j'utilise beaucoup plus les Muntega. Il y en a plusieurs maintenant. Moi, je mets 2 dans la jambe. Ça diminue. Je ne peux pas dire que ça les chasse. Mais alors que les habitants de Yaoundé, la ville aux 7 collines, sont exposés à des maladies, il est plus que urgent de voir la capitale camerounaise retrouver sa propreté d'antan. Une préoccupation majeure du Premier ministre, mais sera-t-elle effective? Là reste toute la question. Nous avons choisi dans le cadre de cette session consacrée à l'information de parler de la deuxième mort d'Ernest Ouandié après la sortie des Limbilombe. Cet acteur politique sur l'une des chaînes de télévision de la place, traitant ainsi ce martyr de bandit. Il faut dire que l'on a assisté dans la région de l'Ouest Cameroun à la profanation de la tombe de celui-ci qui a donc lutté pour l'indépendance du Cameroun. Dans les réseaux sociaux, il faut dire que la colère continue justement d'être au goût du jour. Le choc des idées s'entremêle entre des acteurs politiques qui ne cessent en tout cas de donner leur avis sur la situation. Reportage signé Joël Akumba. Il vient de tuer Ernest Ouandié pour la seconde fois. Le 9 mars dernier, dans une vidéo, la communauté nationale découvrait avec effroi la profanation de la tombe de l'ancien nationaliste. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2025. Nous sommes venus ici pour rendre un hommage au leader nationaliste Ernest Ouandié, tombé le 15 janvier 1971. La découverte de cette désacralisation du lieu de sépulture d'Ernest Ouandié rentre dans le contexte d'un hommage qu'ont voulu lui rendre certains Camerounais au lendemain des propos qualifiés d'insultants des Limbilobé. Entre 60 et 71, quand on arrête Ernest Ouandié, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique, le Cameroun était déjà indépendant. Une profanation qui indigne gravement l'opinion publique, qui n'a pas manqué de dénoncer cet acte. À côté de cette vague d'indignation, justement, les militants de l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC, sont également sous le choc. Vous avez vu qu'il n'y a pas très longtemps, Ernest Ouandié a été traité de bandit dans les médias et il n'y a pas eu de suite. Au contraire, on croit comprendre que celui qui a traité Ernest Ouandié de bandit bénéficie de la protection de l'État camerounais à travers des gardes-corps depuis quelque temps. Avant la fin de la journée, une plainte sera déposée et l'UPC se réserve la suite des événements. Prémédité ou pas, la profanation de la tombe d'Ernest Ouandié revient lancer le débat sur la protection de la mémoire des héros du Cameroun. Malgré son potentiel en ressources hydroélectriques, il faut dire que la production de l'énergie électrique au Cameroun demeure un épineux problème et la société en charge de la distribution de cet élément plutôt important continue justement de mettre au goût du jour. On parle d'un investissement de 400 milliards de francs CFA entre 2014 et 2024. La situation visiblement qui ne change pas jour le jour. Les populations continuent de s'offusquer. Elles sont d'ailleurs très énervées. Demandent en tout cas ce qui se passe concrètement lorsqu'on sait que dans la région du sud Cameroun, précisément dans la vallée du Ntem, la ville d'Ambam et ses environs, continue de passer plusieurs semaines dans l'obscurité totale. Comment comprendre une telle situation? Que se passe-t-il concrètement? Double interrogation qui trouve réponse dans ce reportage signé David Etamé. Au Cameroun, l'accès à l'électricité demeure un défi majeur pour les populations. Bien que le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique important, avec des barrages comme celui de la Sanaga, les coupures de courant restent fréquentes et la production
d'électricité peinent à répondre à la demande croissante. Le pays produit environ 1000 MW, loin des 2000 MW nécessaires pour satisfaire la population. Les raisons de cette crise sont multiples. D'abord, un manque d'investissement dans la modernisation des infrastructures électriques vieillissantes et souvent mal entretenues. Ensuite, la mauvaise gestion du secteur, marquée par la corruption, empêche la mise en place des solutions efficaces. En outre, la dépendance aux barrages hydroélectriques expose le Cameroun aux variations climatiques comme la sécheresse qui réduisent la production d'électricité. Les conséquences pour les Camerounais sont lourdes et notamment les coupures régulières, pertes financières pour les entreprises, difficultés pour les foyers, notamment en zone rurale. Les frustrations sont vives. Les populations exigent plus de transparence et des solutions durables. Face à cette situation, des projets d'extension, des barrages et des investissements dans des énergies alternatives comme le solaire sont en cours. Toutefois, les citoyens attendent des résultats concrets et une meilleure gestion des ressources afin de sortir de cette crise énergétique qui perdure et sous le regard de nos gouvernants. Parlons politique cette fois-ci avec la session parlementaire du mois de mars 2025 et décryptons tant soit peu le discours de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale qui, lors de son allocution circonstancielle, Laurentine Kouafégué, qui a invité l'ensemble des Camerounais à la paix et même au respect de la démocratie, surtout en cette période électorale. Nous avons choisi de vous faire déguster le morceau choisi de la doyenne d'âge de la Chambre basse du Parlement dans ce reportage qui porte la signature de David So. En ouverture de la session parlementaire du mois de mars 2025, la doyenne d'âge de la Chambre basse du Parlement camerounais, l'honorable Laurentine Kouafégué, dans son discours, est revenue sur la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun en évoquant l'évolution de la démocratie dans notre pays. Du haut de mon âge, doyenne d'âge de la représentation du peuple, il est de mon devoir d'exhorter la classe politique de mon pays, notre pays, d'user de cette large ouverture démocratique avec sagesse, foi, patriotisme et dans un respect total de la légalité, avec toujours à l'esprit que, au-delà de nos ambitions personnelles, la seule chose qui vaille la peine est le Cameroun, notre cher et beau pays. La doyenne d'âge de la Chambre basse du Parlement camerounais a aussi invité la presse à plus de responsabilités dans le traitement des informations avant, pendant et après l'échéance électorale. Ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite plus que jamais à rester professionnels et respectueux de la déontologie. Je pense aux dames, aux messieurs de la presse, aux multiples acteurs des réseaux sociaux. Par définition, ils sont tous les apôtres de la vérité, les historiens du présent. Enfin, l'honorable Laurentine Kouafégué a émis le vœu de voir des Camerounais toujours unis, même après les joutes électorales. Mon vœu est de voir qu'après les joutes électorales, les Camerounaises et les Camerounais, toutes chapelles confondues, mon vœu est de les voir, dis-je, se remettre ensemble, la main dans la main, pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la paix, l'unité, le vivre ensemble, et surtout notre légendaire fighting spirit. En gros, le discours d'ouverture de la session parlementaire du mois de mars plante le décor des échéances électorales à venir au Cameroun et invite au respect du choix de tous et de chacun. C'est donc un discours, le discours de la doyenne d'âge de la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, Laurentine Kouafégué, qui a véritablement indigné plusieurs leaders politiques dits de l'opposition. Ceux-ci ont estimé justement ranger ce discours dans le cadre d'une campagne électorale dans un contexte social où les Camerounais continuent de traverser de nombreuses difficultés. Ils se sont d'ailleurs très énervés dans ce reportage qui porte la signature d'Yvan Amin.
Après le discours d'ouverture des travaux de la session parlementaire de mars 2025 par la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Laurentine Kwang-Feugue, les élus du peuple réagissent. La session est ainsi lancée et maintenant, nous souhaiterions que, très rapidement, on aille vers la constitution de son bureau définitif et les 9 commissions générales. Mais elle a fait un discours politique, partisan, pour un candidat aux élections présidentielles. Alors, nous allons dénoncer cela et nous condamnons cela. Au moment où la vie est très chère, les coupures régulières de courant électrique et l'insalubrité galopante continuent leur chemin au Cameroun, d'autres députés pensent que le discours d'ouverture devrait prendre en compte les réalités sociales des Camerounais. Et un membre du gouvernement a déclaré qu'il y a eu déjà 74 femmes tuées au Cameroun. La montée du féminicide dans notre pays, ça doit être une préoccupation. La persistance de la vie chère, ça doit être une préoccupation. Pourquoi on n'évoque pas ce qui touche à la vie au quotidien des Camerounais? Il y a la question du coût de la carte d'identité qui reste très élevé quand même. Et quand on sait qu'on est dans une année électorale et que c'est pas facile pour un Camerounais lambda de se payer cette carte d'identité à ce prix-là, et donc du coup voter, c'est un véritable problème. On a également les problèmes sécuritaires, on a les problèmes de la santé. La session ordinaire de mars 2025 se déroule aussi dans un contexte préélectoral où chaque citoyen a un rôle à jouer, y compris les élus de la nation. Nous sommes en année électorale. Nous serons attendus à ce que dans le discours de notre doyen d'âge, qu'on évoque ce que les parlementaires doivent faire en tant qu'acteurs pour contribuer à ce qu'on ait une élection présidentielle paisible en octobre. C'est d'appeler, n'est-ce pas, conséquemment à l'expression populaire, parce que nous représentons la nation, l'immense majorité des Camerounais, qu'il s'agisse des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, ou même des acteurs institutionnels du processus électoral revendiquent la modification du code électoral. La rentrée parlementaire 2025 de la 10e législature est donc ouverte et se présente dans une période cruciale pour l'avenir du pays au regard des multiples événements qui touchent directement le quotidien des populations camerounaises, notamment l'élection présidentielle d'octobre prochain et la fin du mandat des élus. Et parmi les difficultés rencontrées par les populations, il y a également le processus de légalisation de ces jeunes entreprises qui continuent d'être un véritable phénomène de combat. Il faut dire que c'est à l'occasion de la célébration de la journée internationale consacrée aux jeunes start-upers afin de comprendre le quotidien dans lequel ils sont pour la plupart plongés. Notre reporter Henri Matip est allé à la rencontre d'un jeune start-upper et avec lui, il présente sa journée, ses difficultés et même ses défis quand il est conscient justement de contribuer à sa manière à la croissance de l'économie locale. Reportage Henri Matip. Les start-up crucial dans l'amélioration de la vie des Camerounais en offrant des solutions innovantes pour résoudre des problèmes quotidiens tels que l'accès à l'énergie, la santé, la sécurité, le transport, l'éducation et bien d'autres. Les startups jouent un très grand rôle. Par exemple, je veux les dimensionner au niveau de 5 points. Premièrement, nous avons l'innovation. En deuxième position, nous avons la création des emplois. D'autre part, nous avons la croissance économique, par exemple le cas du Cameroun. D'un autre côté, nous avons la diversité des offres. Et d'un quatrième, nous avons le développement des nouvelles technologies, sans oublier l'aspect de l'amélioration de la qualité de vie. Donc voilà un peu les différents rôles que joue une start-up sur le plan national. Vous voyez, par exemple, on fait dans plusieurs offres de services. Le BTP, vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun est en pleine construction. Si déjà on ne construit pas, c'est pour dire que le pays est mort. Mais puisque chaque Camerounais a des rêves, raison pour laquelle on permet à chaque Camerounais de réaliser ses rêves en l'aidant par exemple à avoir une maison pour un Camerounais. Et je peux encore étendre cela dans les formations. Par exemple, le département Innov Academy qui forme les jeunes à acquérir des compétences. Et il n'y a que les startups pour faciliter l'État dans ce compartiment parce que à elle seule, l'État ne peut jamais former tous les Camerounais. Il faut que nous venions en appui pour pouvoir aider cet aspect-là. Dans ce contexte, le gouvernement camerounais et ses partenaires ont lancé une initiative pour soutenir ces jeunes entreprises, notamment le projet Startup 237 lancé en 2023 qui vise à promouvoir la croissance économique du pays. Lorsqu'on dit Startup 237, en fait, ça fait il y a pensé au Cameroun. Alors nous savons que si vous suivez l'actualité, dans tous les ministères, on a fait prôner cela.
un étudiant, un entrepreneur. Donc si déjà sur le plan universitaire, cela est mis sur pied, on espère qu'à long terme, ça va aussi s'appliquer sur le concret. C'est-à-dire lorsque les jeunes vont venir avec leur projet, est-ce que l'État va vraiment prendre cela à cœur et les propulser? Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je bénéficie vraiment de l'appui de ce slogan-là, mais d'une manière ou d'une autre, il y a d'autres apports qui peuvent venir d'elle. Ça peut être le soutien moral, ça peut être les facilitations à avoir l'accès à certains services. Cependant, malgré ces efforts, les start-up camerounaises font face à des défis importants qui représentent un obstacle pour leurs évolutions. Sur le terrain, souvent, on rencontre d'énormes défis. Je peux les énumérer au nombre de 4. Le premier défi, nous avons la difficulté à la levée des fonds. Vous savez qu'en tant que start-up, on a souvent besoin d'être renforcé avec les actionnaires, les investisseurs et même l'État qui va venir en appui pour les start-up. Donc, une première difficulté que nous rencontrons. La deuxième, c'est la gestion de l'équipe des ressources. Vous savez que dans une start-up, il y a beaucoup de mentalités et aussi beaucoup de compétences. Raison pour laquelle l'idéal, c'est de pouvoir bien générer ces différentes ressources-là. Et aussi, nous avons la réglementation de la conformité. Comme par la réglementation de la conformité, en fait, c'est les impôts. Il faut maintenant faire face, gérer les factures, gérer la paie des salariés, gérer les taxes et tout ce qui va avec. Il est donc essentiel de continuer à soutenir ces jeunes entreprises pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel et contribuer à la croissance économique et à la prospérité du Cameroun. Et après cette autre expérience riche partagée par Aubin Fedieu, le directeur général d'Innov Global Service, vous l'aurez certainement constaté, l'entrepreneuriat qui demeure dans le vecteur participatif de la croissance de l'économie locale. Et à cet effet, les startups qui ont un rôle fondamental à jouer dans le cadre de ce processus. Occasion donnée à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de questionner la pertinence de la célébration ce 11 mars 2025 de la journée internationale des startups. Carnel Guépi, reportage. Initiée par les promoteurs de l'African Startup Forum, la Journée internationale des startups est célébrée pour la première fois le 11 mars 2017. Elle permet de mettre en avant les idées auxquelles sont confrontés les startups du monde. C'est l'occasion de partager les idées et expériences ainsi que de promouvoir l'entrepreneuriat auprès du grand public. Il s'agit de montrer l'impact positif des startups, mettre en avant l'innovation à travers la promotion des startups qui transforment divers secteurs, créer un écosystème inclusif où entrepreneurs, investisseurs et décideurs collaborent et soutiennent la croissance économique grâce à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Au Cameroun, les startups essayent tant bien que mal de sortir la tête de l'eau malgré le manque d'accompagnement de la part des pouvoirs publics. Pourtant, c'est une niche d'emploi conséquente qui mérite que les gouvernants s'y attardent. Nous avons donc affaire à plusieurs problèmes systémiques, certainement. Donnons-nous rendez-vous pour le mois d'octobre 2025. On parle cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. D'abord aux États-Unis, le gouvernement de Donald Trump annonce la suppression de 83% justement de ses aides. l'USAID, il faut dire que celui-ci, une fois à la tête du pouvoir, continue de vouloir mettre l'ensemble des leaders africains face à leurs propres responsabilités. Et puis en République démocratique du Congo, au Nord Kivu, l'AFC et même l'OM23 qui profitent du ralliement d'un chef justement de milice Wazalendo du territoire de l'Oberola. La tension reste très vive également dans le territoire de Walungu au sud de Kivu. C'est l'actualité justement qui bat son plein hors de nos frontières. Ce soir, porte la voix de Madeleine Gobandon. En RDC, au Nord Kivu, le M23 a consolidé son emprise sur le territoire de Masisi ces 4 derniers jours. Après y avoir pris le contrôle de Nyabiondo, dimanche 9 mars, le groupe soutenu par le Rwanda pourrait y poursuivre son avancée vers Kachebere sur l'axe qui mène directement à Walikale Centre, une localité encore sous contrôle des forces armées congolaises située à 120 km plus à l'ouest. Si à terme ces dernières venaient à tomber, le M23 bénéficierait alors
d'un accès à la route nationale 3 qui relie Walikale à Kisangani, une menace face à laquelle les autorités congolaises assurent avoir renforcé la sécurité dans la zone pour contenir la progression des rebelles. Au sud de Kivu, en revanche, la situation est différente. Au sud de la ville de Bukavu, dont le M23 s'est emparé à la mi-février, le front de Kamanyola, sur la route d'Ouvira où les autorités principales se sont repliées, s'est stabilisé depuis 2 semaines. Ici, les affrontements se poursuivent plutôt dans la chefferie de Kaziba, dans le territoire de Walungu, situé au sud-ouest, où les forces armées et leurs alliés Wazalando tentent de contenir l'avancée du M23. En Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique a été officiellement lancée le lundi 10 mars à Abidjan. Cette coalition regroupe 25 partis politiques, donc le PDCI de Tidji Antiam, le COGEB de Charles Blé Goudé ou encore le FPI de Pascal Affi-Guessane. Cette coalition se présente comme un cadre non idéologique de concertation et d'échange dont les principaux objectifs sont ceux d'obtenir un dialogue politique et des réformes électorales. En effet, selon cette coalition, les conditions pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire ne sont pour l'instant pas réunies. Ces derniers mois, les membres de cette plateforme ont adressé 2 lettres au chef de l'État Alassane Ouattara en vain. Pour éviter des tensions au cours de la présidentielle, le scrutin doit être inclusif, estime cette plateforme. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui depuis le 14 juillet 2024 a initié une démarche similaire autour de Laurent Gbagbo, était absent de cette cérémonie. Et aux États-Unis, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé lundi 10 mars 2025 que 83% des programmes de l'agence de développement USAID, qui représente une part conséquente de l'aide humanitaire mondiale, allaient être supprimés. Le département d'État dont dépend l'USAID avait annoncé le 26 février viser la suppression de 92% des financements de programmes de l'agence pour une économie de 54 milliards de dollars. Le président Donald Trump a signé un décret dès son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, ordonnant un gel de l'aide étrangère américaine pour 90 jours, le temps d'un réexamen complet afin d'évaluer sa conformité avec la politique qu'il entend mener, notamment contre les programmes favorisant l'avortement, le planning familial ou encore prônant la diversité et l'inclusion. Revenons sur le plan national pour parler de l'actualité sportive dans cette édition du journal. On parle justement du football avec la Coupe d'Afrique U17 qui se prépare au Maroc pour l'année 2025, l'année en cours, pour dire effectivement que l'équipe du Cameroun d'or est déjà fixée sur ses adversaires. L'Afrique du Sud, l'Égypte et même le Burkina Faso appartiennent tous au pool B. L'annonce a été rendue publique à l'issue justement de ce tirage au sort tenu c'était hier à Rabat, lundi 10 mars 2025. Plus de détails dans cet élément signé Alex Rodrigue Bekono. La première équation a plusieurs inconnus à résoudre dans cette compétition par les Lions indomptables des moins de 17 ans. Dans le groupe B s'appelle le Burkina Faso, une équipe solide et surtout compacte dont il faudra se méfier d'entrée de jeu au regard des enjeux de cette compétition continentale. L'Afrique du Sud et l'Égypte complètent ce groupe B et constituent également le statut de véritables adversaires. Seydou Alioum peut miser sur son collectif en général qui présente un jeu très alléchant et sur certains joueurs en particulier, tels que David Mimbang, meilleur joueur au récent tournoi de l'Unifac dans la ville de Douala, Franck Mafani, qui est un véritable renard de surface. D'ailleurs, le jeune Lion s'illustre avec 8 réalisations au récent tournoi zonal. Junior Lopez Abou et David Yannick Bandoma, respectivement gardiens de but et milieu de terrain, sont aussi des maillons essentiels sur lesquels il faudra compter. La République centrafricaine, classée 2e au récent tournoi de l'Unifac, est logée dans le groupe D, aux côtés de l'Angola, le Mali et la Côte d'Ivoire, tandis que le pays hôte, le Maroc, se retrouve dans le groupe A avec l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Et enfin le Sénégal hérite du groupe C avec la Gambie, la Somalie et la Tunisie. La compétition en elle-même s'ouvre le 31 mars 2025 et prend fin le 19 avril 2025. Et 19h passées de 59 minutes. Mesdames, Messieurs, c'est avec cet élément que nous refermons cette session consacrée à l'information. Nous vous disons grandement merci pour votre attention particulière. En vous souhaitant une très belle suite de programmes, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 19h30. Ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse.
parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. En compagnie de Bertrand Bika pour la Vespéra, l'horizon soir et ses invités, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.